OK, bonjour. On va poursuivre la théorie, donc le chapitre 3. On va poursuivre, nous sommes à la section 3.1 sur les dérivés partiels. Donc, 3.1, dérivés partiels. Et donc, je vais mettre suite là, pour indiquer que c'est la continuation de ce qu'on a déjà vu. Donc, on se rappelle que lorsqu'on prend une fonction et qu'on veut faire une dérivée partielle, l'idée, c'est de dériver normalement et de traiter. Donc, par exemple, si je dérive partiellement par rapport à x, ben, je vais traiter toutes les autres variables comme des constantes. Donc, je vais faire peut-être un petit exemple pour commencer. Donc, si je prends f de xy ici, qui est x carré y plus exponentielle de xy plus y cube, ben, si on veut calculer les dérivées partielles, donc si on demande de calculer des dérivées partielles, qu'est-ce qu'on va avoir ici? On va avoir, ben, si je prends par exemple la dérivée partielle de f par rapport à x, je vais commencer avec ceci. Donc la dérivée partielle de f par rapport à x, je vais traiter chacun des termes. Donc, quand je regarde le premier terme, il s'agit de x carré y. Donc, quand je dérive x carré fois y, ben, par rapport à x, ben, la dérivée de x carré, ça va faire 2x. Et il y a toujours le y qui va multiplier. Donc, je vais avoir 2xy. Ensuite, il reste la dérivée de l'exponentielle de xy. Donc, un petit rappel, si vous regardez votre formulaire de dérivation, quand on prend la dérivée de l'exponentielle de u, ben, la dérivée de ceci, c'est l'exponentielle de u fois la dérivée de u, fois u'. Hein, ici, on pense à une dérivation par rapport à une variable x, par exemple, qui ne serait pas la même que u. Donc, lorsque je dérive e à la u, ben, c'est e à la u que j'obtiens fois la dérivée de u. Donc, ici, il faut considérer que u pourrait potentiellement être une fonction de la variable par rapport à laquelle on dérive. Donc, ici, quand je prends l'exponentielle de xy, ben, si je dérive, comment on utilise ça pour la dérivation partielle? Ben, si je veux dériver e à la xy, ben, e à la xy, c'est comme e à la u avec u qui vaut xy. Et donc, la dérivée de e à la xy par rapport à x, c'est e à la u fois u'x. Donc, je dérive par rapport à x. Autrement dit, je vais avoir quoi? Je vais avoir e à la xy multiplié par la dérivée de xy par rapport à x. Et la dérivée de xy par rapport à x, c'est simplement y. Donc, j'ai l'exponentielle de xy fois y. Et donc, là, j'ai traité à côté ce terme-là parce qu'il est un petit peu plus compliqué. Je vais avoir y fois l'exponentielle de xy. Donc, je répète ici. euh, donc, le deuxième terme ici, ça va me donner y fois l'exponentielle de xy. Donc, quand je dérive une exponentielle, j'obtiens la même exponentielle, mais je dois multiplier par la dérivée de son argument. Donc là, ici, je dérive par rapport à x. Donc, quelle est la dérivée par rapport à x de l'argument de l'exponentielle? Bien, c'est y. Et puis finalement, quand je dérive par rapport à x, y cube, ça me donne tout simplement 0. Donc, plus 0, de sorte que lorsqu'on collige tout ça ensemble, ça va nous donner comme réponse finale 2 xy plus y fois exponentielle de x. Quand on demande de calculer les dérivées partielles, donc là, je n'ai pas écrit l'énoncé de la question, mais c'est ça, il faut les faire dans toutes les directions. Donc là, on a fait la dérivée par rapport à x, on peut faire la dérivée par rapport à donc y. On va avoir f' par rapport à y de xy. Et donc là, je vais traverser l'expression et je vais dériver cette fois-ci par rapport à y. Donc la dérivée de x carré y par rapport à y devient 1 et il me reste x carré. Quand je vais dériver l'exponentielle de xy, la dérivée de l'exponentielle, c'est encore l'exponentielle, multiplié par la dérivée par rapport à y de l'argument. Quelle est la dérivée de x fois y par rapport à y? C'est x. Donc là, ici, je vais avoir plus x fois exponentielle de xy. Et finalement, la dérivée de y au cube par rapport à y, c'est 3y carré. Okay, donc, c'est un exemple de calcul de dérivée partielle.
On remarque que les dérivées partielles, elles sont des fonctions, hein. Si je suis en train de lire, par exemple, mes deux réponses ici, j'ai 2xy plus y fois exponentielle de xy. Ma seconde réponse est x carré plus x fois e à la xy plus 3y carré. Donc, on se rend compte, en fait, que ce sont des fonctions de deux variables à part entière et il n'y a rien qui m'empêcherait de prendre des dérivées de ces fonctions-là. Et donc, ça va introduire ce qu'on appelle dérivées partielles d'ordre supérieur. Donc, rien ne nous... Peut-être je vais l'écrire en fait avec du texte, ça va être plus facile. Donc, rien ne nous empêche de prendre, de calculer les dérivées partielles des fonctions dérivées partielles premier ordre. Ce faisant, on obtient ce que l'on appelle les dérivées partielles d'ordre supérieur. Okay? Donc, les dérivées partielles d'ordre supérieur, peut-être que je vais juste souligner ce bout-là ici. Et on va faire un exemple de ça. Okay? C'est plus facile de voir un peu ce que ça veut dire lorsqu'on prend un exemple. Donc, exemple. Euh, exemple, on va dire calculer toutes les dérivées partielles d'ordre 2 de la fonction suivante. La fonction qu'on va considérer ici, ça va être, on va prendre f de xy, ça va être x carré y cube plus 3 fois xy carré plus 4x moins 7y. Okay, donc, on a cette fonction-là qui est un polynôme à deux variables. Et on nous demande de calculer les dérivées partielles d'ordre 2. Les dérivées partielles d'ordre 2, ça veut dire qu'il faut faire deux dérivées partielles. Pour faire deux dérivées partielles, il faut d'abord en faire une. Donc, on va calculer d'abord les dérivées partielles d'ordre 1. Donc, on va l'écrire. On commence par les dérivées partielles d'ordre 1. Donc, si je commence par calculer la première dérivée partielle par rapport à x, j'obtiens quoi? J'obtiens f' x de xy. Bien, là, on dérive cette expression-là. Donc, quand je dérive x carré y cube, ça me fait 2x y cube, plus quand je dérive 3xy carré, il me reste la dérivée de x, c'est 1, donc je vais avoir 3y carré. Et quand je dérive 4x, ça me fait 4. Et quand je dérive moins 7y par rapport à x, je traite y comme une constante, ça me donne 0. Donc là, j'ai la dérivée partielle d'ordre 1 par rapport à x. Et ensuite, je vais prendre la dérivée partielle d'ordre 1 par rapport à y. Donc, je peux faire ici f' y de xy. Eh bien, j'obtiens quoi? La dérivée partielle, donc, par rapport à y, donc du premier terme, x carré multiplie, donc je laisse tel quel. La dérivée de y cube par rapport à y, c'est 3y carré. Donc, je vais avoir 3 fois x carré, y carré. Ensuite, le deuxième terme, je dérive par rapport à y. La dérivée de y carré, c'est 2y. Donc, 3x fois 2y, ça va faire 6xy. Donc, plus 6x
y. La dérivée de 4x par rapport à y, c'est 0. Et la dérivée de moins 7y, ça va être moins 7. Donc là, j'ai les dérivées partielles d'ordre 1. C'est celles qu'on connaît déjà. C'est celles qui ont le sens géométrique qu'on a développé en classe. Cette idée-là de mesurer donc le taux de variation instantané d'une fonction en un point x, y donné dans une direction donnée. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si je considère les dérivées partielles supérieures? Je peux commencer par la fonction ici. Cette fonction-là, donc f'(x), c'est une fonction de deux variables. Je peux donc la dériver soit par rapport à x, soit par rapport à y. Donc, je vais l'écrire ici. Il existe euh, en fait, on peut dériver cette fonction. On peut dériver f'(x) de xy par rapport à x ou par rapport à y. Donc, il y a deux dérivées partielles d'ordre 2 qui commencent par f'(x). Donc, si je fais, par exemple, f'(x) de xy, je vais le faire peut-être sur une autre page. Oh non, en fait, je vais le faire ici. Je vais prendre, donc, je vais le faire sur une page. Donc, si je prends, je peux commencer ici, là. Si je prends la fonction f' de x, donc la dérivée partielle par rapport à x, et que je veux la dériver par rapport à x, ça, c'est ce qu'on va noter tout simplement f' pour dire deux dérivées, et les deux par rapport à x de xy, ben ça va être la dérivée partielle par rapport à x de l'expression qu'on avait, hein, de la première dérivée. La première dérivée, c'était 2xy cube plus 3y carré plus 4. Donc, de 2xy cube plus 3y carré plus 4. Donc, ceci, on doit le dériver par rapport à x. Je vais déplacer juste ça ici, comme ça. Donc, on dérive ça par rapport à x et on obtient quoi? Bien, on obtient tout simplement comme réponse finale. Donc, quand je dérive par rapport à x, il va me rester 2y cube. La dérivée par rapport à x de 3y carré, c'est 0. Et la dérivée de 4 par rapport à x, c'est 0. Donc, pour obtenir la seconde dérivée, donc la dérivée partielle d'ordre 2, deux fois par rapport à x, donc on dit f''xx, ben, on dérive la dérivée partielle f'(x) par rapport à x. Okay? Donc, ça nous donne 2y cube. On pourrait évidemment calculer ce qu'on appelle une dérivée partielle mixte. Donc, je pourrais calculer f'(x), donc la fonction dérivée partielle d'ordre 1. Celle-là, je pourrais la dériver, mais cette fois-ci par rapport à y. Donc, en faisant ça, j'obtiens quoi? Ben, j'avais commencé avec f'(x), je rajoute un prime, donc j'ai f''. Et là, j'avais x, mais maintenant c'est y, donc le sous-script pour dire que j'ai commencé en dérivant par rapport à x et ensuite par rapport à y, c'est xy. Et donc là, il faut que je prenne l'expression, donc la fonction dérivée partielle d'ordre 1, qui est 2xy cube plus 3y carré plus 4. Je dérive par rapport à y. Et en faisant ça, il me reste quoi? Ben, il y a le y cube ici, qui va me donner 3y carré quand je dérive. Donc, 3y carré fois 2x, ça va faire 6xy carré. Quand je dérive le 3y carré ici, ça me fait 6y. Et la dérivée de 4, c'est 0. Donc, j'ai deux nouvelles fonctions, hein, qui correspondent aux dérivées partielles d'ordre 2 de la fonction f quand la première était par rapport à x. Je peux faire évidemment la même chose avec y. On peut aussi calculer, je vais prendre une autre couleur, on peut aussi calculer donc là, ici, on commençait avec f'(x), mais si on commence avec f'y, on peut aussi dériver par rapport à x et par rapport à y. Donc, je pourrais prendre f'y comme fonction de départ, donc la dérivée partielle d'ordre 1 par rapport à y, et celle-là, je pourrais la dériver par rapport à x.
Donc, je dérive par rapport à x. Donc, on a une dérivée d'une dérivée, ça fait f''. Et là, j'avais commencé avec y et je finis par x, ça fait que le sous-script, ça va être yx. Donc, c'est une autre dérivée mixte. Donc, quand j'ai 2 fois x, ce n'est pas mixte, mais quand j'ai xy, c'est mixte. Et là, j'ai yx. Donc, ici, de xy. Donc, ça revient à faire quoi? Mais il faut que je prenne la dérivée partielle d'ordre 1 dans la direction de y. C'est 3x carré y carré. 3x carré y carré plus 6xy moins 7. Donc, ça, c'était la dérivée partielle d'ordre 1 par rapport à y. Et cette fois-ci, je veux la dérivée par rapport à x. Et donc, il faut faire le calcul. Quand je dérive 3x carré, y carré par rapport à x, le x carré devient 2x. Donc, 3 fois 2x va faire 6x y carré. Donc, on a 6x y carré. Et la dérivée de 6xy par rapport à x, c'est 6y. Je vais avoir plus 6y. Okay. Donc, ça, c'est la dérivée partielle mixte d'ordre 2 yx. Donc, j'ai dérivé d'abord par rapport à y et une seconde fois ensuite par rapport à x. Et finalement, donc, il y a 4 dérivées partielles d'ordre 2. Hein? Il y en a 2 mixtes et 2 xx et yy. Donc, on calcule la dernière. La dernière, nous, ça va être, donc, on commence avec f'y, donc x, y ici, et je dois dériver cette fois-ci par rapport à y. Donc, ça me fait f'y, donc une fonction de xy. Pour l'obtenir, je dois partir avec f'y, donc c'est-à-dire 3x carré y carré plus 6xy moins 7. Et je dois dériver une autre fois par rapport à y. Et là, ça me donne quoi? Ben, quand je dérive y carré ici dans le premier terme, ça me fait 2y. Donc, 3x carré fois 2y, ça fait 6x carré y. J'obtiens 6x carré y. Quand je dérive 6xy par rapport à y, ça me fait 6x. Et c'est donc la dernière des 4 dérivées partielles d'ordre 2. Hein? Donc, il existe 4 dérivées partielles d'ordre 2. On va l'écrire tout de suite. Donc, remarque. Il existe donc, pas 6, mais plutôt 4. Donc, 4 dérivées partielles pour une fonction de 2 variables, j'entends. D'ordre 2. Donc, on peut commencer par x et continuer par x. On peut faire x, ensuite y. On peut faire y et ensuite x. Et ensuite, on peut faire y et y en dernier lieu. Les dérivées partielles mixtes, c'est celles où on fait pas la même... On prend... donc, je vais peut-être le noter, là. Quand on commence par x et on finit par y, on commence par y et on finit par x, on appelle ça une dérivée partielle mixte. Donc, les dérivées partielles mixtes, les dérivées partielles mixtes sont donc f'' de xy et f'' yx. Donc, on commence par x et ensuite y, et on dérive par rapport à y en premier, et on finit avec x. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les dérivées partielles mixtes. Regardons les dérivées partielles mixtes. Hein, donc, on avait ici f'' de x, on dérive par rapport à x d'abord et y ensuite. Et la réponse qu'on avait, c'était quoi? La réponse qu'on avait, c'était ceci. Donc, ça, c'était les dérivées partielles mixtes. Quand j'avais x d'abord et y ensuite. Quand je dérive par rapport à y d'abord et x ensuite, donc y d'abord et x ensuite, quelle est la réponse que j'ai obtenue? J'ai obtenu cette réponse-là. Et là, ben, vous remarquez tout de suite quelque chose. 6xy carré plus 6y pour celle-ci, et j'ai 6xy carré plus 6y, c'est la même chose. Et donc,
Ce n'est pas un hasard, ça. Pour les fonctions qui se comportent bien, donc, à toute fin pratique, les fonctions qu'on va rencontrer dans le cours de Math 472, les dérivées partielles mixtes d'ordre 2 vont toujours être similaires. C'est ce qu'on appelle le théorème de Clairaut. Je vais l'énoncer ici. Donc, théorème de Clairaut. Le théorème dit les choses suivantes. La chose suivante, donc, pour une fonction f de xy dont les dérivées partielles existent et sont continues. Donc, à toute fin pratique, là, ce sont toutes les fonctions qu'on va rencontrer dans le cours. Donc, on n'aura pas besoin de s'occuper trop de ça. Donc, pour une fonction f de xy dont les dérivées partielles existent et sont continues, les dérivées partielles mixtes d'ordre 2 sont égales. Autrement dit, on a l'égalité suivante. Donc, je vais essayer de mettre peut-être le texte en plus gros un petit peu. Je vais pouvoir concentrer comme ça. Mettre ça en 24. C'est un petit peu plus clair. Hein? Donc, donc, le théorème de Clairaut, ce qu'il nous dit, c'est qu'il confirme en fait ce qu'on a observé dans le calcul de l'exemple précédent. C'est-à-dire que si on prend une fonction de deux variables, ben, puis on prend les dérivées partielles mixtes, donc c'est-à-dire les dérivées partielles d'ordre 2 en x d'abord et en y ensuite, ou l'inverse, ben, elles vont être égales. Donc, autrement dit, je peux l'écrire en notation, là, f, f, f'' xy de xy va être égal, ça va être la même fonction que f'' yx de xy. Donc, ça nous assure que ce qu'on vient de voir dans la page précédente, ce n'était pas un hasard. Hein? Ce n'est pas juste parce qu'on étudiait cette fonction-là. En vérité, pour une vaste gamme de fonctions de deux variables, comme je l'ai dit, là, toutes les fonctions qu'on va rencontrer dans le cours Math 472 vont satisfaire cette propriété-là. Ben, quand je prends les dérivées partielles mixtes, que je commence par x et que je finisse par y, ou que je dérive d'abord par rapport à y et ensuite par rapport à x, ça ne changera rien au résultat final. Peut-être finalement une petite remarque sur la notation. Donc, remarque, on peut aussi utiliser la notation de Leibniz pour les dérivées partielles d'ordre supérieur. D'ordre supérieur. Donc, par exemple, si je prenais f'', xx, ben ça revient à dire prendre la dérivée partielle par rapport à x. De quelle fonction? De la dérivée partielle de f par rapport à x. OK? Donc, ça serait cette notation-là. Hein, j'ai commencé par la dérivée partielle par rapport à x, et ce que je fais, c'est que je prends une seconde dérivée partielle par rapport à x. Donc, quand on met les del ensemble, del fois del, ça serait symboliquement del 2. Donc, del 2f. Et là, je dérive deux fois par rapport à x, donc ça fait del x2. On aurait cette notation. Si je voulais faire, par exemple, f'' xy, ben là, f'' xy, ici, ça correspond à prendre d'abord une dérivée en x. Donc, je commence avec del f del x et je dérive une seconde fois. Cette fois-ci, je prends une dérivée partielle par rapport à y. Donc, del y de del f del x. Donc là, quand je colle les deux del en haut, ça me fait del carré, donc del 2f.
Et en bas, j'ai quoi? J'ai del y et del x, parce que je ne peux pas les coller ensemble, c'est deux variables différentes. C'est la dérivée partielle mixte. Donc, on peut utiliser ces notations-là et de manière similaire, quand je commence par rapport à y, donc si je veux prendre f'', donc ça revient à quoi? Mais quand j'écris ceci, ce que ça veut dire que j'ai fait, c'est que je veux prendre une dérivée par rapport à y, donc del y, de quelle fonction? De la dérivée partielle de f par rapport à y, donc de del f del y. Quand je colle tout ça ensemble, ça fait del 2f sur del y2. C'est ça la notation à prendre. Et pour la dérivée partielle mixte d'ordre 2, mais dans l'autre sens, donc en commençant par y et en finissant par x, avec la notation de Newton, ça donne quoi? Ça fait f''. Je commence par y, je finis par x. Ça revient à dire quoi? Ben, j'ai pris une dérivée par rapport à x, donc del x, de la dérivée partielle par rapport à y. Quand je colle tout ça ensemble, ça fait del de f sur del y2. Pas del y2. Au dénominateur, on a quoi? Del x del y. Hein, on a del x ici, del y ici. OK. Donc, c'est une notation qu'on peut utiliser de temps à autre lorsqu'on est avec des dérivées partielles d'ordre supérieur. Je mentionne ici qu'il n'y a rien qui nous empêche d'arrêter aux dérivées d'ordre 2. Si j'étais allé un petit peu plus loin, donc ici, j'avais quoi? Dans l'exemple précédent, euh, donc la dérivée partielle de f d'ordre 2 par rapport à x deux fois, c'est 2y3. Je pourrais dériver ceci par rapport à y. Ça me ferait f'', x, xy. Tout comme les dérivées de fonctions d'une variable, on pouvait les dériver autant de fois qu'on veut, pour des fonctions gentilles, ben, on peut faire la même chose. Donc, on peut prendre des dérivées d'ordre 3, d'ordre 4, et ainsi de suite. Dans le cours, à toute fin pratique, nous, on va se concentrer sur les dérivées d'ordre 1 la plupart du temps. Et parfois, donc, on verra la semaine prochaine, comment se servir des dérivées d'ordre 2, notamment pour classer des points critiques. OK. Donc, on va maintenant passer à la notion de plan tangent. Donc, c'est la section 3.2. Et comme j'aime bien le faire dans le cours, avant section 3.2, c'est des plans tangents. Ben, c'est dire qu'en fait, ce qu'on voit dans le cours Maths 2, le plus souvent, ce n'est pas vraiment des choses nouvelles. Ce sont simplement donc l'extension de notions qui sont connues déjà depuis un cours de calcul à une variable à un contexte où on a plusieurs variables. Donc, c'est simplement étendre des connaissances que l'on a déjà. Donc, c'est plus facile quand on fait cette connexion-là parce que le concept n'est pas foncièrement nouveau en soi. Donc, c'est pour ceci que je vais commencer avec un rappel. Oups, euh, donc, je vais prendre ici un rappel. Comme je l'ai fait pour d'autres notions déjà. Euh, donc, on va dire soit f de x, une fonction, et a un point de son domaine. Alors, donc on s'intéresse à l'équation de la droite tangente au graphe de f en A. En fait, en x égale A, ou disons, on va peut-être plutôt dire au point correspondant à x égale A. Donc, on va se dessiner une fonction un petit peu arbitraire. On va prendre, disons, un plan cartésien ici. Dessiner un petit peu plus droit, comme ceci. Hein. Donc là, je vais dessiner ça dans le premier cadran, mais ce n'est pas obligatoire.
Donc, j'ai X ici, j'ai Y. L'axe des Y représente les valeurs prises par la fonction. J'ai l'axe des X et je prends un point arbitraire, disons A ici. Et là, je peux m'intéresser, disons, le graphe, je vais le... OK, donc, j'ai la fonction ici. euh, donc, ça, c'est le graphe de ma fonction. Et j'ai un point qui correspond à x égale a. Hein, donc, ça veut dire que la hauteur ici, c'est précisément ce que prend la fonction, la valeur de f de a. Eh bien, il y a une droite tangente. Donc, la droite tangente, je peux la dessiner en vert comme ça. Donc, c'est quoi l'équation de cette droite-là? Bien, la droite, elle passe par un point. Et quelle est la pente de cette droite-là? Bien, la pente de la droite tangente. Donc, si je prends la droite ici, T, euh, ben, on sait que, on sait que la pente de T est donc M égale F' de X de A. Donc, c'est la valeur de la dérivée évaluée au point A. Ça nous donne la pente de la tangente. Autrement dit, ça nous donne le taux de variation instantanée de la fonction f. Quand on se promène sur son graphe, est-ce que c'est en train de monter, de descendre, à quelle vitesse? Ben, la manière de quantifier ça, c'est la pente de la tangente. Et donc, à partir de ça, ben, on sait que si je prends par exemple un point X quelconque ici, donc je peux prendre un point X quelconque, ben, sur la droite tangente, je vais avoir ceci. Hein. Le point X sur la droite tangente, il faut que le delta Y sur le delta X, ça soit égal à la pente. Donc, delta Y, c'est quoi? C'est le Y sur la droite. Donc, je vais avoir Y moins F de A. Ça revient à quoi? Ça revient à dire Y moins F de A divisé par X. Donc, le delta X, delta Y. Donc, ce que je suis en train de faire ici, là, c'est d'écrire la pente. La pente d'une droite, c'est delta Y sur delta X. Donc, le Y qui correspond à un X arbitraire, donc sur ma droite, donc ça, c'est le point, disons, euh, le point XY sur la droite, un point quelconque. Ben, la variation à Y va être donc Y moins F de A, divisé par la variation en X qui va être X moins A. Ben, ça, c'est égal à F' de A. Et donc, quand on veut isoler l'équation de la droite, on obtient l'équation suivante. Donc, on obtient donc, si je veux juste isoler Y, mais Y moins Y0, donc Y, c'est égal à F de A plus F' de A fois X moins A. Ceux qui se rappellent, là, ça, c'est un polynôme de Taylor de degré 1 de la fonction f développé au centre x égale a. Okay? Donc, ça, c'est l'équation de la droite tangente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux la coordonnée y d'un point sur la droite tangente, bien, qu'est-ce que tu fais? Tu prends le y qui correspond au point de tangence et ensuite, tu vas prendre quoi? Tu vas prendre la distance que tu as parcourue par rapport à ce point de base-là, c'est x moins a, et tu vas multiplier ça par le taux de variation, la pente de la droite. Donc, si j'ai fait deux unités positives ici, bien, je vais multiplier la distance en x, donc deux unités, fois le taux de variation, la pente. Okay? Et donc, comme j'étais parti à cette hauteur-là, ça va me donner la hauteur ici. Donc, ça, c'est un rappel pour la notion de droite tangente. Ben, lorsqu'on fait exactement la même chose, donc pour des fonctions de deux variables, ben, il faut juste généraliser. Donc, pour des fonctions de deux variables, on va avoir quoi? Donc, soit donc pour une fonction de deux variables, f de x, y, on va plutôt s'intéresser au plan
tangent. Donc, au lieu d'être une droite tangente, ça va être un plan tangent. Au plan tangent au graphe de F, au point AB. Donc, on va s'intéresser au plan tangent. Donc, c'est quoi ici? Je vais le souligner. Peut-être, je vais le faire comme ceci. Donc, le plan tangent au graphe de F au point AB. Oups, je vais prendre une droite ici. Donc, quelle sera notre configuration ici? Bien, on va se rappeler un peu ce qu'on a fait, hein? Donc, on va essayer de se rappeler la construction générale qu'on avait développée pour les dérivés partiels euh, dans la direction de X ou dans la direction de Y. Donc, on avait quoi comme construction? Ben, rappelons-nous, là, on va essayer de le faire comme ceci. Donc, je vais dessiner mes trois axes d'abord. Hein, donc, mon espace à trois dimensions. C'est ici. Donc, j'ai mon axe des Z, j'ai mon axe des X, des Y plutôt, et je vais avoir mon axe des X. Et donc, on se rappelle ici que comment il faut réfléchir à tout ça, c'est de voir le plancher de l'espace à trois dimensions, le plan des XY, comme des points d'entrée, et voir les Z comme, ben, pour tous les points d'entrée de ma fonction, disons que je prends par exemple x égale a. Quand je prends x égale a, ça me donne ceci. Quand je prends, disons, y égale b, ça me donne ceci. Donc, je vais prendre une autre couleur. Y égale b, ça va être en rouge, disons. Je vais prendre en vert. Quand je prends y égale b, imaginez que c'est ici. Donc, si je fixe y égale b, ben, il existe le point ici d'intersection dont les coordonnées sont AB et 0. Et donc, vous pouvez considérer que c'est le point AB que vous fournissez en entrée au graphe de ma fonction f. Et donc, pour le point AB, la fonction f prend une certaine valeur. Et donc, dans le graphe, il va y avoir un point de coordonnées AB et f de AB. Et donc là, le graphe, ça peut être, on va imaginer une sorte de grande surface comme ceci, que je vais simplement la faire plus comme ceci. Attendez juste un instant. Donc, imaginez un graphe. Et donc, ça, c'est le graphe ici de F. Et donc, forcément, au-dessus de ce point-là ici, il y a un certain point qu'on va mettre en rouge. Donc, ça, c'est le point P. Et P, ses coordonnées sont quoi? Sont A, B en XY. Et la valeur en Z du point P, puisqu'il est sur le graphe, ben, c'est F de AB. Et là, on parle du plan tangent. Donc là, imaginez que vous avez cette surface-là et votre objectif, c'est de prendre une feuille de papier, un plan, et que la feuille de papier d'abord touche au point P et qu'elle ne touche pas ailleurs, qu'elle épouse le plus possible la forme du graphe. OK? Donc, ce qu'on peut faire, c'est de considérer les courbes qui sont générées par, quand je laisse x égale constante ou y égale constante. Si je considère juste y égale b, ben, ça me donne sur le graphe, on se rappelle que c'est donné cette courbe-là. Donc, quand je mets y égale constante, ça me donne la courbe ici Cx, puisque juste x qui varie. Et quand je mets x égale constante, ça me donne sur le graphe une courbe qui s'appelle euh, Cy. Ces deux courbes-là, donc, elles possèdent des vecteurs tangents en P. Hein? Donc, je pourrais paramétrer Cx, je pourrais paramétrer Cy. D'ailleurs, on va le faire. Donc, Cx, une paramétrisation de Cx, je vais avoir pour Cx, je vais le faire sur la page suivante, donc une paramétrisation, donc une
une paramétrisation de Cx est, donc, quelle couleur j'avais prise? Pour X, c'était en... Donc, je rappelle que ces X, là, on laisse varier simplement. Donc, c'est comme si on s'intéressait au point dans le domaine qui était sur cette droite envers là. Et elle est parallèle à l'axe des X. Donc, quand je me déplace selon de cette droite-là ici, ce qui change, c'est la coordonnée X. La coordonnée Y, elle est égale à B. Donc, au fond, ce qu'on obtient en faisant ça, bien, pour paramétrer la courbe, on a quoi? Donc, pour ces X, ben, la coordonnée X, elle est libre, elle varie comme le paramètre T. La coordonnée Y, on veut qu'elle soit fixée à B. Et la coordonnée Z, c'est la valeur prise par la fonction en X et Y. Donc, c'est f de T, B. OK? Donc, on a cette paramétrisation-là. Et donc, on peut calculer un vecteur tangent. OK? Donc, un vecteur tangent à la courbe au point T égale Z. Donc, quand T égale A, donc quand T égale A, ben, on obtient le point ici. Hein. Donc, euh, la dérivée, donc, euh, et donc, on obtient le point P, le point P, quand donc T égale A. Donc, vecteur dérivé ici, donc, si on calcule la dérivée ici, on aurait x' de T. Calculons la dérivée de cette fonction vectorielle. Donc, on a quoi? Ben, j'ai x' de T qui vaut 1. J'ai y' de T. Donc, quand je dérive B par rapport à T, ça vaut 0. Et j'ai Z' ici. Z', c'est quoi? C'est la dérivée de F, mais par rapport à simplement T. Donc, T ici, ça correspond à X. Donc, Z' de T, ça revient à quoi? C'est la dérivée partielle de F dans la direction de X, évaluée en TB. C'est la définition même de la dérivée partielle. Donc, un vecteur tangent à la courbe CX donc au point P, au point P est, donc je vais prendre ce vecteur-là, ça va être le vecteur 1, 0 et la dérivée partielle de f, donc f'x par rapport à x, évaluée en AB. Donc, ça, c'est un vecteur tangent que je vais appeler Tx. Okay, donc, celui-là, on peut l'appeler Tx. Donc, si je le ramène ici, qu'est-ce que je viens de calculer? Mais quand je laisse varier simplement, donc quand je fixe y égale b, je me promène le long de cette courbe-là. Cette courbe-là, elle a un vecteur tangent. C'est celui que je viens de calculer. Et disons qu'il ressemble un petit peu à ceci. Okay? Donc, on va l'appeler comme ceci. Donc, ça, c'est le vecteur tangent que je vais appeler Tx. Je peux évidemment faire la même chose avec la courbe CY. Donc, je vais obtenir un autre vecteur tangent ici. Hein? Mais dans la direction de CY cette fois-ci. Et le plan tangent, ben, c'est précisément celui qui est engendré par ces deux vecteurs-là. On a vu que lorsqu'on a deux vecteurs qui ne sont pas colinéaires, ben, ils engendrent un unique plan. Donc, imaginez la feuille qui contient ces deux vecteurs-là qui passent par le point P. Donc, on a TY. TY. Donc, si j'ai ces deux vecteurs-là, ben, je peux définir ce qui est le plan tangent. Hein. Donc, je vais écrire ici, oups, excusez-moi. Donc, on peut, on peut évidemment, j'ai pris quelle couleur pour l'autre? J'ai pris TY.
Donc, on peut faire la même chose. On peut faire la même chose avec CY. Donc, la courbe Y, on peut la paramétrer. On obtient X de T qui est constant à A. On a Y de T qui est variable et libre. Et Z de T va simplement être donc la fonction F évaluée en A. Donc, si on fait la même chose, ben, quand on va calculer la dérivée de cette fonction-là, la dérivée de cette fonction vectorielle est quoi? De cette fonction vectorielle, ben, je retourne ici, hein, je vais dériver par rapport à t, je vais avoir 0 pour x', je vais avoir 1 pour y', et en z, je vais avoir z', ça va être la dérivée partielle de f dans la direction de y. Hein, c'est ça la définition de la dérivée partielle. Donc, on va avoir ici x' de t va être 0, y' de t va être 1, et z' de t, ça va être par définition la dérivée partielle de f dans la direction de y, évaluée en x égale a et en y égale t. Donc, on va l'écrire de cette manière-là. Un vecteur tangent à la courbe, donc un vecteur tangent à la courbe en P dans cette direction-là, on va l'obtenir en mettant quoi? En mettant t égale P. Hein? Donc, euh, donc, on va l'écrire comme ceci. Donc, un vecteur tangent à CY en P est le vecteur, ben, quand je vais mettre T égale B, je vais obtenir le vecteur de composante 0, 1 et F' Y de AB. Donc, le plan tangent, j'y reviens, le plan tangent au graphe d'une fonction f au point AB, c'est celui qui est engendré par ces deux vecteurs-là. Les deux vecteurs tangents aux courbes CX et Y qu'on obtient en fixant, donc CX, on obtient en fixant Y égale B, et CY, on obtient en fixant X égale A. Okay? Donc ça, il faut que ce soit clair. Donc, avec ces deux courbes-là, on obtient deux vecteurs qui sont forcément dans des directions non collinéaires. Il y en a un qui est dans la direction de X, l'autre dans la direction de Y. Et donc, ces vecteurs tangents-là, ils sont non collinaires et ils engendrent un plan. C'est le plan tangent. Donc, on peut donner la définition formelle. Euh, donc, définition, je vais l'écrire ici. Définition. Le plan tangent au graphe de f de xy au point P de coordonnées, donc au point, je vais l'écrire peut-être ici, au point P de coordonnées A, B et F de AB est le plan passant par ce point, par P, et engendré par les vecteurs tangents qu'on vient de calculer. Donc, les vecteurs tangents sont les suivants. Donc, on avait, nous, CX, donc TX plutôt, donc le vecteur tangent dans la direction de X, c'était 1, 0 et la dérivée partielle f'x évaluée en AB. Et on a aussi TY, donc engendré par le vecteur Tx, et l'autre, c'est Ty,
je ne changerai pas de couleur, ça sera pas nécessaire. Tx et ty. Ben, ty, on a simplement comme composante ben, 0 en x, 1 en y, et la variation associée, c'est f' y en AB. Donc, on a exactement la description unique du plan, parce qu'on sait que pour avoir un plan, ben, ça nous prend quoi? Ça nous prend un point par lequel passe ce plan, ben, c'est le point P. Et ben, si j'ai ces deux vecteurs-là, ils ne sont pas dans la même direction, je peux prendre leur produit vectoriel, obtenir un vecteur normal au plan. Et donc, je vais avoir la direction. Donc, les vecteurs tangents Tx et Ty, ils vont nous permettre de trouver un vecteur normal au plan tangent. Donc, c'est quoi le plan tangent? C'est celui qui passe par ce point-là et qui va contenir à la fois Tx et Ty, qui sont les vecteurs tangents aux courbes Cx et Cy. Donc, voyons voir comment on peut calculer un vecteur normal, donc à ce plan-là. Donc, calculons. Euh, donc, donc, on va l'écrire ici peut-être, puisque le plan tangent contient, contient par définition les vecteurs tangents, hein, contient Tx et Ty, on peut calculer un vecteur normal de la manière suivante. Ben, un vecteur normal, c'est quoi? Donc, je vais peut-être vous montrer un petit dessin ici. Attendez. Bon, je vais aller ici. Juste un instant. Je vais prendre ça juste un instant. Je vais aller. Excusez-moi. Donc, regardez ici. C'est une version, disons, un petit peu plus professionnelle de ce qu'on a fait, mais on a donc un graphe. On voit les vecteurs tangents ici, T1 et T2. Et donc, pour obtenir le plan tangent, c'est celui qui est en mauve. Et pour obtenir un vecteur normal, il s'agit simplement de prendre donc notre vecteur normal, ça va être le produit vectoriel de T1 avec T2. OK? Donc ici, je vais l'appeler simplement Tx. Donc, je vais prendre ça va être Tx. Et ça ici, ça va être Ty. OK? Donc, pour obtenir un vecteur normal n, ben, il s'agit de prendre le produit vectoriel avec entre Tx et Ty. Donc, je peux enlever juste celui-là ici. Donc, on a Ty. Donc, euh, donc, le vecteur normal ici, ça va être simplement quoi? Ça va être n qu'on va obtenir en faisant le produit vectoriel de Tx avec Ty. Peut-être que je devrais mettre la notation vectorielle pour nous rappeler que ce sont des vecteurs, donc j'ai peut-être oublié de le faire dans les problèmes précédents. Donc, on a bien ici la notation vectorielle, hein, Tx et Ty. Donc, voilà. OK. Donc, ben, comment on calcule le produit vectoriel? Ben, comme d'habitude, hein? Donc, c'est une bonne révision. On obtient quoi? Ben, on obtient notre déterminant d'une matrice 3 par 3. Donc, on a IJK en haut. Ensuite, il faut écrire quoi? Dans la première rangée, dans la seconde rangée, on va écrire les composantes de Tx. Donc, on va avoir 1, 0 et la dérivée partielle de f par rapport à x évaluée en AB. Ensuite, pour la dernière ligne, ça va être les composantes de Ty. Donc, j'ai 0, 1 et la dérivée partielle de f par rapport à y évaluée en AB. Donc là, je dois calculer le déterminant de ceci. Donc, ben, on sait comment faire, hein? Je prends donc le développement en cofacteur ici. Donc, on n'oublie pas les signes.
Pour I, j'ai un petit plus. Pour J, j'ai un petit moins. Pour K, j'ai un petit plus. Donc, je vais avoir l'égalité ici. Et donc, en I, j'ai quoi? Ben, je vais devoir prendre le produit de la matrice qui reste, donc 0 fois la dérivée en Y, ça me donne 0, moins la dérivée en X, donc ça va me faire moins 1 fois F'X en AB. Ensuite, j'ai moins et je développe en J. En J, j'ai quoi? Ben, je vais prendre 1 fois la dérivée par rapport à Y, donc ça va me faire F'Y, évalué en AB. Moins, il me reste quoi? 0 fois l'autre dérivée, donc j'ai 0. Et plus, finalement, quoi? Il me reste plus K. Et en K, ben, je garde quelle sous-matrice? La matrice identité 1, 0, 0, 1. Donc, 1 fois 1, ça fait 1. Moins 0 fois 0, ça fait 0. Donc, on a 1 moins 0 ici. Donc, simplement, de sorte que, en composante, notre vecteur normal n va avoir quoi comme composante? Va avoir donc la dérivée partielle moins F'X en AB, moins F'Y en AB, et finalement le vecteur 1 ici. Et donc, le vecteur qui donne l'orientation du plan tangent, ces deux premières composantes sont simplement les dérivées partielles en X et en Y. Et la dernière composante, c'est 1, c'est en Z. Okay? Et donc, on va maintenant être capable d'écrire l'équation du plan tangent. Donc, puisqu'on a un vecteur, donc, puisqu'on sait que le plan tangent au graphe de F au point correspondant à AB passe par le point P. En fait, je pense que je vais l'écrire autrement, ce soit plus simple. Puisqu'on sait que le plan tangent euh, passe par le point P et comme on connaît son vecteur, un vecteur normal, on peut donc fournir son équation. On peut donc fournir son équation. On va avoir quoi? Ben, l'équation d'un plan. Donc, je vais rappeler ici équation, donc forme générale de l'équation d'un plan passant par x0, ou je vais dire peut-être ABC, non, par x0, y0, z0, et de vecteur normal ABC. Donc la forme générale, c'est quoi? Oups. Donc, ben, la forme générale, je la rappelle, hein, ça fait peut-être une semaine ou deux qu'on ne l'a pas vue. Donc, on a quoi? On va avoir A fois X moins X0 plus B fois Y moins Y0 plus C fois Z moins Z0 égale 0. Donc, dans notre cas ici, on va avoir quoi? Je vais remplacer A. Ça va devenir la première composante du vecteur normal. Donc, c'est moins F'X AB. Donc, on va avoir moins F'X en AB. Faites attention, le AB ici de la forme générale, ce n'est pas le même que le AB du point de base. Donc, peut-être que j'en fait à cause de ça, je vais effacer tout ça. On va obtenir simplement, je ne vais pas faire de confusion, là. Donc, la première composante du vecteur normal, c'est la dérivée partielle ici. Donc, donc, je vais avoir moins F'X de AB qui va multiplier X moins le point de base qui est A, moins F'Y de AB qui va multiplier Y moins la coordonnée Y du point de base qui est B. Et ensuite, le Z, donc la dernière composante du vecteur normal, c'est 1. Et on va avoir donc plus 1 fois Z moins donc F de AB.
Hein, donc, ça, c'est la coordonnée Z du point P. Et donc, tout ça égale 0. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'en jouant un petit peu avec l'équation, on va avoir, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir, je vais garder le Z de ce côté-ci. Donc, on va avoir Z. Donc, Z est égal à Z0. Donc, je vais appeler ce point-là ici, f de AB, je vais appeler ça Z0. C'est le Z associé à mon point de base. Donc, Z, c'est Z0. Euh, en fait, non. Z, ça va être, je vais l'appeler ici, juste f de AB. Donc, Z, c'est f de AB. Et quand je vais prendre les termes ici, puis je les ramène de l'autre côté, ça me fait plus f'x de AB fois x moins a, plus f'y de AB fois y moins b. Et donc, ça, c'est la forme générale de l'équation du plan tangent. Je vais peut-être faire ça un petit peu mieux. Je vais prendre ça ici avec, pas ceci, stimulus. Donc, je vais avoir ceci. Hein. Donc, ça, c'est la forme générale de l'équation du plan tangent au graphe d'une fonction f au point de coordonnées AB et f de AB. Okay, donc, ça, c'est important. Hein. Donc, c'est équation, forme générale, équation du plan tangent au graphe de f au point, donc en AB. Évidemment, quand je dis AB, c'est un point dans le domaine, donc on imagine le point qui correspond à AB sur le graphe. OK, donc pour un peu visualiser ça, comme tout, ça vaut la peine d'aller faire des exemples. Avant, on va peut-être faire le lien. Hein. J'avais dit que ça valait la peine de faire le lien avec ce qu'on connaissait déjà en une dimension. Ben, en une dimension, on avait quoi comme équation? Y égale. Donc, pour obtenir la coordonnée Y d'un point sur la droite tangente, je commençais au point de base. Donc, la hauteur de base, c'était f de A. Puis ensuite, je me déplaçais. Donc, si je voulais, disons, avoir la coordonnée Y du point en jaune ici, mais je me disais, de combien je me suis déplacé en X par rapport à mon point de base? C'était X moins A. Ben, je vais multiplier x moins a par le taux de variation qui est f' de a. Hein? Donc, c'est ceci. Ben, regardez, ce qu'on a obtenu ici, c'est la même chose. Pour obtenir le z sur le plan tangent, ce que je fais, c'est que je me place au point de base, donc ça, c'est le z du point AB, f de AB. X moins a, c'est la variation en x. Donc, je vais prendre la variation en x multipliée par le taux de variation instantanée dans la direction de x, f' de x. Je vais rajouter à ça, je dois prendre en compte aussi la contribution de Y. Donc, je mesure le taux de variation instantanée en Y, f' de Y, et je multiplie ça par la variation, donc en Y. Ça me donne ceci. Donc, il y a un lien important à faire. Et pour donc mettre ça en pratique, on peut donc faire un exemple. Donc, l'exemple va être le suivant. Donc, je vais simplement ici faire exemple. Juste. Alors, donc, faisons donc cet exemple. On va aller, donc, euh, donner, en fait, je vais aller chercher peut-être dans les, on va prendre ceci. Donc, exemple, donner le plan tangent à la surface. Donc, ici, la surface, ça veut dire le graphe. Hein. Donc, j'ai z égale x carré y plus x moins 1 au point 1, 1, 2. Donc, remarque, peut-être tout de suite, on va faire la remarque suivante. Donc, remarque. Donc, si z, on voit ça comme f de xy, on peut tout de suite conclure que cette surface
correspond donc au graphe de la fonction f de xy égale donc x carré y plus y plus x moins 1. Donc, ben, on va calculer. Hein, donc, la solution ici, il faut juste calculer les dérivées partielles. On a une formule ici. Ce n'est pas très compliqué. Hein? Donc, on calcule d'abord les dérivées partielles. Donc, je vais calculer la fonction dérivée partielle f'x, donc de xy. Quand je dérive le polynôme ici de deux variables par rapport à x, j'obtiens 2xy. Quand je dérive y, il me reste 0. Quand je dérive x, il me reste 1. Et donc, ça veut dire quoi? La dérivée partielle par rapport à x, quand je l'évalue au point de base, donc le point de base, le a qu'on avait et le b, c'est comme un 1. Donc, quand je fais f' x évalué en 1, 1, ça me donne 2 fois 1 fois 1, ça fait 2. Hein, donc, le taux de variation instantanée de la fonction f au point 1, 1 dans la direction de x, c'est 2. Et donc, si je me trouvais sur le graphe au point qui correspond à 1, 1, et que je traversais dans la direction de l'axe des x, je serais en train de monter. Hein? Donc, on sait déjà ça. Maintenant, on peut faire la même chose par rapport à y. Donc, j'ai f' y. Donc, quand je calcule la dérivée, la fonction dérivée, bien, je vais dériver la fonction de base par rapport à y. Il va me rester x carré. Quand je dérive y, il me reste 1. Et quand je dérive le reste, il va me rester simplement 0. Et donc, quand j'évalue cette fonction-là au point de coordonnées 1, 1, donc f'x au point de coordonnées 1, 1, il me reste quoi? Ben, je remplace x par 1, ça fait 1 au carré. 1 plus 1, ça fait 2. Donc, on obtient 2 aussi ici. Donc, on a ça. On sait aussi, on sait, bleu, on sait aussi que donc, la fonction elle-même évaluée au point 1, 1, elle vaut quoi? Est-ce qu'on a besoin de la calculer? Non, parce que le point nous est donné ici. 1, 1, 2, ça veut dire que forcément, la fonction f évaluée en 1, 1, sa coordonnée z, c'est 2. Hein? On peut vérifier, si je mets x égale 1 et y égale 1, ça fait 1 plus 1, ça fait 3, moins 1, ça fait 2. Donc, on a 2. Donc, l'équation du plan tangent est... Donc là, je vais donner la forme générale et ensuite, on va la traduire avec les calculs qu'on vient d'effectuer. Donc, je vais peut-être juste mettre ça comme ceci. Donc, la forme générale qu'on avait, c'était, donc la forme générale, c'était Z égale à F de AB plus F' de, donc, au lieu de mettre AB, je vais mettre tout de suite 1, 1. Hein? Donc, notre point de base, c'est 1, 1. Donc, Z égale F de 1, 1 plus F' de 1, 1 fois X moins 1 plus F', donc Y, évalué en 1, 1 fois Y moins 1. Et donc, on va avoir quoi? Ben, la version finale, quand je remplace f1, 1 et les dérivées partielles, donc ici, ce n'est pas y, mais c'est bien x. Donc, je vais avoir ici plus f'x 1, 1 fois x moins 1. Et donc, on obtient, quand je remplace, ben, je vais obtenir quoi? Je vais obtenir z égale, donc f de 1, 1, c'est 2, plus f' de x, ça donne 2 fois x moins 1, plus 2 ici aussi, fois y moins 1. Et là, ben, on peut tout développer et mettre du même côté, ça va donner quoi?
on peut développer davantage cette équation pour obtenir une équation du plan un peu plus standard. Donc, on peut développer davantage cette équation. Donc, on va avoir ceci. Euh, si je distribue, je vais avoir quoi? Je vais avoir Z. Donc, si je reviens ici, je vais avoir donc Z égale 2 plus 2 fois x moins 1. Donc, on va avoir quoi? Égale 2 plus 2 fois x moins 1, ça fait 2x moins 2. Plus 2 fois y moins 1, ça fait 2y moins 2. Hein, donc, on va avoir, quand on simplifie tout ça, ça fait quoi? Ben, ça nous donne 2 moins 2, ça fait 0, moins 2. Donc, on a 2x plus 2y moins 2. 2x plus 2y moins 2. Et donc, euh, je pense que j'ai fait une erreur de calcul. Donc, je vais aller voir. Il me semble que c'était pas. Donc, ici, j'ai fait une erreur. OK, bon, voilà, il me semblait que ce n'était pas toujours aussi symétrique, là. Il y a des 2 partout. Je n'aime pas vraiment ça. On recule ici, OK? Donc, la dérivée partielle de la fonction par rapport à x, c'est bel et bien 2xy plus 1. Quand je mets x égale 1 et y égale 1 là-dedans, ça me fait quoi? 2 fois 1, ça fait 2. 2 plus 1, ça ne me fait pas 2, mais ça me fait bien 3. Donc, euh, on va mettre 3 ici et je vais les mettre à jour dans les calculs ultérieurs. Hein, j'ai bel et bien 3 ici. Ce qui veut dire que dans la forme générale ici, f'x évalué en 1, non, ça ne donne pas 2 ici, mais ça donne 3. Donc, je vais avoir 3 fois, je vais mettre ça en noir pour être cohérent avec le code de couleur, 3 fois x moins 1, donc moins ici. Et donc, quand je descends ici, ce que je vais avoir en développant, donc dans la parenthèse, je vais distribuer le 3, je vais avoir 3x moins 3. Donc, je vais avoir ici plutôt 3x moins 3. Donc, 3x moins 3. Et là, quand je fais tous les calculs, ben, les constantes 2 moins 3, ça fait moins 1. Moins 1, moins 3, moins 2, ça fait moins 3. Donc, je vais obtenir, on va le faire ensemble. Donc, j'obtiens, tout ça est égal à 3x plus 2y. Et les constantes, c'est quoi? Donc, j'ai 2 moins 3, ça fait moins 1. Moins 2, ça fait moins 3. Et donc, si on veut réécrire ça de manière beaucoup plus compacte, on aurait, par exemple, l'équation du plan suivante. Donc, 3x plus 2y moins z est égal à 3. Donc, ça, c'est une équation du plan tangent, qui est évidemment euh, beaucoup plus facilement reconnaissable comme l'équation d'un plan. Okay? Et là, on peut vérifier. Donc, on peut vérifier nos calculs avec la TI. On peut vérifier nos calculs avec la TI. Et donc, on peut prendre cette bonne habitude-là, hein, évidemment. Donc, on va aller chercher la TI. Je vais aller ici. Donc, je vais vous partager la TI. Et là, ben, on va commencer par s'ouvrir une page graphique et on va tracer le graphe de la fonction qui nous intéresse. Donc, la fonction qui nous intéresse, c'est une fonction de 2 variables. Donc, son graphe sera donc en 3 dimensions. On va prendre représentation graphique en 3D. Et on va taper, on va enlever la boîte, hein, la fameuse boîte, et ben, on va taper la définition de la fonction. Donc, nous, on avait x carré y plus x, donc x carré y plus x carré fois y plus x, et on avait moins 1. Et donc, ben là, ça nous donne ce graphe-là. Hein, on peut peut-être le voir un petit peu mieux quand on fait comme ceci. Hein, on voit que c'est un graphe quand même assez intéressant. Et on s'intéresse au point de coordonnées x égale 1, y égale 1 et z égale, donc, on avait dit quoi plus tôt? Nous, on avait dit, donc, 1, 1, 2. Hein, donc, le graphe ici de la fonction au point 1, 1, 2, le point x égale 1, peut-être pour être certain, là,
des paramètres, je vais aller dans Menu, Plage, Zoom, juste pour s'assurer on va faire de -2 à 2. Comme ça, on va être un petit peu plus centré sur les valeurs qu'on veut. Donc, on a ceci. Et donc, on voit peut-être un petit peu mieux ce qui se passe, hein. Donc, peut-être je vais mettre aussi Z un peu plus petit. Donc, en Z, je vais mettre, pour Z, on va mettre de -3 à 3. Donc, on voit ici, en fait, le comportement de la fonction. Donc, on a notre graphe ici, et quand x vaut 1, y vaut 1, le point de base est ici, et donc le point correspondant sur le graphe est là. Et là, je voudrais aller tracer mon plan et voir si effectivement mon plan, lui, euh, il est tangent. Donc, pour tracer l'équation du plan tangent, je vais retourner donc à mon tableau blanc. Donc, l'équation du plan, on peut réécrire l'équation du plan tangent. L'équation du plan tangent en isolant Z, l'équation de ce plan tangent. Donc là, je vais isoler Z. Il me reste quoi? Je vais avoir Z égale 3x plus 2y moins 3. Donc, je vais pouvoir taper ça dans la TI. Donc, je vais retourner à la TI. Et là, je fais tout simplement menu, entrée, modification graphique. Je vais faire une autre fonction. Je vais avoir Z2. Et là, je vais avoir Z2 de XY. Donc, je vais mettre 3x plus 2y moins 3. Et là, ben, on voit que j'ai mon plan qui apparaît. Et effectivement, donc, on voit que le plan, regardez, là, au point 1, regardez comme il se confond. Hein? Regardez comme ici, c'est en train de se confondre. Et donc, on voit bien que, regardez, quand je suis exactement, c'est quoi le point qui est ici? C'est le point x égale 1 et y égale 1. Donc, le plan qu'on vient de calculer, c'est le plan tangent au graphe de ma fonction, au point qui correspond à 1. Et quand je m'approche de ce point-là, supposons que j'allais dans l'aperçu du classeur et que l'intervalle que je laissais à, donc, pour ceci, le réglage de la plage, je voudrais x égale moins, donc 0,9 jusqu'à 1,1, y va de 0,9 à 1,1 et z va de, disons, 1,7 à 2,3. Okay, donc, je vais me zoomer sur le point de tangence. Mais regardez, là, je suis très près du point de tangence et le graphe de ma fonction et le plan tangent, je suis presque incapable de les distinguer. Okay, il faudrait que je me recule un petit peu plus pour les distinguer. Donc là, je pourrais faire quoi? Je pourrais faire la plage ici. Au lieu de faire 0,9, je vais faire, disons, 0,6 à 1,4. Donc, ça reste centré en 1, 0,6 à 1,4. Et là, je vais prendre, disons, de 1 jusqu'à 3. Et là, on va voir ici que ça commence à se séparer un petit peu, hein? Donc, il y a une certaine courbure, mais on voit que toujours près de ce point-là, ben, le graphe ressemble beaucoup au plan tangent. Donc, quand je regarde de très près, le plan tangent ressemble beaucoup au graphe de la fonction. Plus loin, ça se peut que ce soit différent. Donc, cette idée-là, elle est la même qu'on avait en une dimension, hein. Quand je traçais une droite tangente, si je recule ici, quand je traçais une droite tangente, ben, la droite tangente ici, évidemment, quand je suis loin, la droite en vert, elle est très différente de la courbe en bleu. Mais si je zoomais ici sur le point en rouge, plus je me rapproche du point en rouge, plus regardez comment c'est difficile de distinguer la droite en vert de la courbe en bleu. C'est ça la notion de tangente. Ça veut dire une approximation linéaire locale. Okay? Donc, il y aura évidemment beaucoup d'autres calculs. Peut-être une dernière chose qu'on peut définir, c'est un vecteur qui va nous servir beaucoup. On voit ici que le vecteur normal contenait dans ses premières composantes les vecteurs, les deux premières composantes, c'était les dérivées partielles. Et donc, on va se définir un vecteur qui, étant donné une fonction, va nous donner les dérivées partielles de cette fonction-là. C'est ce qu'on appelle le vecteur gradient. Donc, il va donner cette définition ici. Donc, définition. Euh, définition. Oups, je vais prendre ça en noir. Donc, définition. Donc, le vecteur, donc soit
une fonction f de xy, le vecteur gradient de f le vecteur gradient de f est le vecteur, donc noté. Donc la notation, ça va être un petit triangle à l'envers, donc on va l'appeler nabla ou juste gradient, gradient de f, donc c'est un petit triangle à l'envers, ben à l'envers. Il n'y a pas de sens un triangle, mais disons, on va le mettre comme ça, gradient de f en xy, et dont les composantes sont les dérivées partielles de f. Ça veut dire quoi? Ben, le vecteur gradient de f en xy, c'est un vecteur dont la première composante va être la dérivée partielle f'x de xy et la seconde composante va être f'y de xy. Et donc, à partir du vecteur gradient, on peut notamment trouver directement un vecteur normal au plan tangent. Okay? On va voir que le vecteur gradient va avoir un tas de propriétés, notamment pour la dérivée directionnelle. On peut peut-être faire un exemple de calcul. Donc, euh, exemple ici. Donc, soit la fonction f de xy égale 3xy cube plus 2y carré plus 3x. Donc, calculer le gradient de la fonction f au point. Donc, c'est une fonction, hein, il faut fixer x et y. Donc, au point, disons, 2, 1. 2. Donc, pour la solution, ben, il faut calculer les dérivées partielles. Donc, on calcule les dérivées partielles d'ordre 1. Donc, on calcule les dérivées partielles d'ordre 1. Je n'écrirai pas d'ordre 1 là, ici. Donc, si je calcule f' par rapport à x, donc la dérivée de f par rapport à x en xy, bon, on est habitué maintenant. Donc, la dérivée de 3xy cube, quand je dérive 3x, il me reste 3, donc je vais avoir 3y cube. Et quand je dérive 2y carré par rapport à x, il ne me reste rien. Et quand je dérive 3x, il me reste 3. Et donc, quand j'évalue la dérivée partielle f', donc en fait, on va regarder ça comme ça. Je vais calculer la seconde dérivée partielle, donc f'y, la fonction dérivée partielle. Donc là, je vais prendre ma fonction initiale, je vais dériver par rapport à y. Donc la dérivée de y cube, c'est 3y carré. Donc je vais avoir en tout 9xy carré. La dérivée de y carré, c'est 2y. Donc 2 fois 2y, c'est plus 4y. Et donc, le gradient de f, c'est un vecteur. Donc, le gradient de f, oups, attendez juste un instant. Le gradient de f en xy, c'est donc le vecteur dont la première composante va être la dérivée partielle en x, donc 3y cube plus 3. Donc 3y cube plus 3. Et la deuxième composante va être 9xy carré plus 4y. Donc 9xy carré. Donc ça, c'est un vecteur, mais si je ne fixe pas une valeur de x et de y, ben, je ne peux pas avoir des composantes. Okay? Pour avoir ma première composante, j'ai besoin de xy et pour avoir ma seconde aussi. Donc, pour l'évaluer au point 1, 2, je remplace x par 1 et y par 2, donc ainsi. Donc, le gradient de ma fonction
f, quand x vaut 1 et y vaut 2, je vais avoir quoi? Ben, je remplace 3 fois 2 au cube, plus 3. Et je remplace finalement, donc x par 1, ça va faire 9 fois 1 fois 2 au carré, plus 4. Et donc, j'obtiens quoi ici? Ben, 2 au cube, ça fait 8. 8 fois 3, ça fait 24. 24 plus 3, ça fait 27. Et ici, 2 à la 2, ça fait 4. 4 fois 9, ça fait 36. 36 plus 4, ça fait 40. Donc, au point qui correspond à x égale 1, y égale 2, le gradient de ma fonction f, c'est un vecteur qui a comme composante 27 et 40. Donc ça, on peut l'écrire pour que ce soit bien clair que c'est un vecteur. C'est 27 pas dans la direction unitaire donnée par i et 40 dans la direction positive de l'axe des y, c'est-à-dire 40 fois j. C'est un vecteur. Et qu'est-ce qu'il veut dire exactement, ce vecteur-là? Il va pointer dans une direction et il va nous donner des informations sur les paramètres de croissance de la fonction f au point 1, 2. OK, donc ça, on va voir ça davantage. Mais disons que pour le calculer, c'est ça qu'il faut faire. Ça revient à calculer les dérivées partielles, les fonctions dérivées partielles. Et lorsqu'on doit évaluer le vecteur gradient en un point, ben, on remplace x et y par les valeurs explicites. Donc voilà pour cette capsule.